Je vous invite ce soir à partager un périple de découvertes patrimoniales, culturelles et mémorielles que nous avons effectué avec un ami du 18 au 25 août 2016 à travers deux pays, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Découverte plutôt que tourisme, car ce fut une itinérance en totale indépendance à la rencontre de lieux, de personnes, d'un patrimoine naturel, historique et culturel exceptionnel. Sous-titré « De la Riviera d'Almaty aux roses de Sarajevo », notre présentation va du patrimoine naturel de la côte adriatique aux traces indélébiles d'événements historiques douloureux. Pour rejoindre cette partie de l'Europe, nous avons opté pour un vol direct au départ de Toulouse à destination de Pula, principale ville de la province d'Istrie, située à l'extrême nord-ouest de la Croatie. À partir de Pula, après avoir traversé cette péninsule que constitue l'Istrie, nous suivrons la côte adriatique et découvrirons les villes de Zadar, Split et Dubrovnik. Via un col routier situé quelques kilomètres au-dessus de Dubrovnik, nous entrerons en Bosnie-Herzégovine, où nous ferons étape dans les villes de Mostar, puis Sarajevo, par Tuzla. Nous regagnerons la Croatie avec une étape à Vukovar et puis Zagreb, la capitale du pays. Le retour à Pula marquera la fin de cette boucle avant de reprendre notre vol de retour vers la capitale de l'Occitanie. Afin de bien s'imprégner du témoignage qui va suivre, nous vous proposons une petite révision de géographie. Cette première carte nous rappelle la situation et la composition de ce territoire des Balkans appelé communément ex-Yougoslavie. La présentation qui va suivre ne concerne que deux pays si on s'en tient à la géographie physique, mais trois territoires d'un point de vue géopolitique. La République de Croatie, Republika Hrvatska, en croate, est une république parlementaire démocratique, membre de l'Union européenne depuis le 1er juillet 2013, ayant rejoint l'espace Schengen et la zone euro depuis le 1er janvier 2023. En 2016, la monnaie était la kuna. Une kuna équivalait à 13 centimes d'euros. La Bosnie-Herzégovine, Bosna i Hercegovina, en langue locale, est une république fédérale composée de deux entités territoriales. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, à majorité bosniaque de confession musulmane et croate de confession chrétienne catholique. La République serbe de Bosnie, Republika Srpska, en langue locale, à majorité serbe et de confession chrétienne orthodoxe. Une troisième entité, le district de Brčko, composé des trois communautés croates, serbes et bosniaques, possède un statut spécial. La monnaie de la Bosnie-Herzégovine est toujours le mark convertible, équivalent à 51 centimes d'euros. Notre parcours sera donc agrémenté de passages de postes frontières, d'autant plus qu'en 2016, la Croatie n'avait pas encore intégré l'espace Schengen. Ces passages successifs nous permettront de réviser la dénomination de chaque territoire dans les langues locales, croates, serbes et bosniens qui appartiennent toutes au groupe serbo-croate dont les racines slaves sont communes. Dans les deux pays, et principalement dans les villes, l'anglais est très bien pratiqué par une majorité de la population, dans les commerces et par les jeunes générations. Une particularité spécifique à la Bosnie-Herzégovine est l'utilisation de deux alphabets.
l'alphabet latin par les communautés croates et bosniaques, l'alphabet cyrillique par la communauté serbe. Ceci explique la double signalétique routière, notamment lorsqu'on aborde un des territoires de la République serbe de Bosnie. Nos déplacements se feront en voiture de location, une Seat Leon, louée à l'avance auprès de l'agence Six de l'aéroport de Pula. Au passage, nous noterons le code d'immatriculation international HR pour Hrvatska. Une fois les formalités d'entrée dans le pays effectuées, nous voici partis à la découverte de la ville de Pula. Le monument emblématique de Pula est son amphithéâtre romain, dont la construction remonte au 1er siècle de notre ère sous l'empereur Auguste. Il est agrandi en 79 après Jésus-Christ sous l'empereur Vespasien. De forme elliptique avec un grand axe de 133 mètres et un petit axe de 105 mètres, il s'élève jusqu'à 35 mètres de hauteur. À l'époque romaine, il pouvait accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs. De nos jours, il accueille au maximum 5 000 spectateurs. Autre témoin de l'époque romaine, les vestiges des fortifications de la ville antique, dont les fondements d'une tour défensive circulaire sont en très bon état de conservation. À quelques pas de là, l'arc de triomphe des Sergi constituait une des portes de la Pula romaine. Sa construction est supposée se situer de 29 à 27 avant Jésus-Christ. Place du Forum, se dresse ce bâtiment dont la façade est un véritable assemblage de différentes époques, romaine, romane, gothique, Renaissance et baroque. Il s'agit du palais communal de Pula. À côté du palais communal, édifié sous l'empereur Auguste entre 2 avant Jésus-Christ et 14 après Jésus-Christ, se trouve le temple d'Auguste, dont la façade tétrastyle est composée de 4 colonnes corinthiennes. Notre parcours dans les rues de Pula nous conduit à un édifice religieux de l'ordre des franciscains, le monastère, cloître et église Saint-François, dont la construction se situerait au début du XIVe siècle, vers 1314. Au sol du monastère, une mosaïque attire l'attention, notamment par la présence d'un svastika. Cette composition serait antérieure au monastère franciscain médiéval. Il s'agirait d'une mosaïque antique romaine réutilisée lors de la construction de l'édifice. Le svastika est utilisé depuis des millénaires dans de nombreuses cultures méditerranéennes, indo-européennes et proche-orientales, notamment dans l'art romain, bien avant le XXe siècle et l'interprétation maléfique qui en a été faite. La présence sur cette mosaïque d'une créature hybride, mêlant plusieurs représentations d'animaux plus ou moins réels, confirme la construction du monastère sur des vestiges datant de l'Antiquité romaine, pendant laquelle Pula était un centre important de l'Istrie. Quittant Pula et ses infrastructures portuaires, nous roulons désormais le long de la côte sud-est de l'Istrie,
jusqu'à la ville portuaire de Rijeka, à partir de laquelle notre itinéraire longe la côte adriatique de la Croatie. Notre route traverse ou passe à proximité de villages perchés dont l'architecture de pierre claire et les toitures de tuiles rouges témoignent des influences vénitiennes et italiennes. La côte orientale fort découpée de l'Istrie nous offre des vues somptueuses sur des baies et des bras de mer de l'Adriatique. Ici, sur la rive droite de la baie de Plomin, une infrastructure industrielle attire notre regard. Il s'agit du débarcadère via lequel la centrale thermique de Plomin est alimentée en charbon. La cheminée de la centrale fait 340 mètres de hauteur et est considérée comme une des plus hautes structures de Croatie. Poursuivant notre route à travers ce paysage méditerranéen qui a des airs d'arrière-pays languedocien, nous faisons la pause déjeuner dans un restaurant italo-croate. Après une halte commerciale à Rijeka, nous poursuivons vers le sud le long de la côte adriatique. Nous entrons en Dalmatie. Les paysages traversés sont très contrastés. De la verdoyante Istrie au relief aride de l'île karstique de Pag, balayée par la Bora, un vent sec venu du continent. Nous atteignons Zadar, terminus de notre première étape, en début de soirée alors que le soleil se couche sur l'Adriatique, éclairant de ses derniers rayons quelques-unes du millier d'îles qui font du littoral croate le plus découpé d'Europe. Zadar, ville portuaire assurant de nombreuses liaisons entre le continent et les îles et archipels de la côte dalmate, en est une des villes les plus importantes. Nos bagages déposés à notre lieu d'hébergement chez l'habitant, nous rejoignons le cœur historique de Zadar pour en faire une visite nocturne. Nommé Porta Terraferma, littéralement porte de la terre ferme, ce monument surmonté du lion ailé, symbole du passé vénitien de la ville, date du XVIe siècle, construit en 1543 alors que Zadar faisait partie de la République de Venise. La cathédrale romane Sainte Anastasie, en référence à une martyre chrétienne du IVe siècle, a été édifiée du XIIe au XIIIe siècle et a bénéficié de nombreuses restaurations après des épisodes de guerre, destructions et séismes. C'est au pied de sa façade que nous découvrons la vie festive nocturne de Zadar. Un orchestre de jazz manouche captive le public. Riche de son passé, Zadar réinvente son patrimoine avec deux œuvres contemporaines de l'architecte croate Nikola Basic. Sur le front de mer, la première œuvre, inaugurée en 2005, est l'Orgue de la mer. Des tubes installés sous les marches de pierre du quai, avec l'air poussé par le ressac des vagues, produisent des sons aléatoires tels que ceci. Inaugurée en 2008, la deuxième œuvre est le Salut au soleil, grand disque de 22 mètres de diamètre, composé de plaques de verre équipées de cellules photovoltaïques. Avec l'énergie captée dans la journée, l'installation produit des animations lumineuses la nuit tombée. Le succès auprès du public de ces deux œuvres, dont la combinaison constitue un spectacle son et lumière, contribue à l'ambiance festive que nous retenons de Zadar.
Le lendemain matin, nous reprenons la route côtière et poursuivons la découverte de la Dalmatie. Le programme de la journée est le suivant: halte et visite de la ville de Split, puis rejoindre Dubrovnik, terme de notre deuxième étape. Niché dans un environnement verdoyant au bord du fleuve Krka, le petit port de Skradin offre un havre de tranquillité loin des stations balnéaires surfréquentées. Notre halte de la mi-journée a lieu à Split, dont la cathédrale Saint-Dominion, dominée par son clocher roman élancé, fut édifiée sur les bases du mausolée de l'empereur romain Dioclétien, né en Dalmatie. Le bâtiment octogonal à droite du clocher constitue le principal vestige du mausolée. De l'empereur Dioclétien, Split a hérité de son palais impérial dont la conservation est remarquable et au sein duquel la vie médiévale s'est développée, faisant ainsi du palais de Dioclétien un complexe urbain vieux de 1700 ans. La construction du palais s'étend de 295 à 305 après Jésus-Christ. Pour son prestige et pour asseoir son autorité, Dioclétien fit venir d'Égypte plusieurs statues de sphinx dont celle-ci, particulièrement bien conservée, constitue l'un des objets les plus anciens de Split. Lors de son installation au palais de Dioclétien, elle datait déjà de 1500 ans, ce qui lui vaut à ce jour d'être âgée d'environ 2200 ans. Éclairé par l'oculus au sommet de sa coupole, le vestibule assurait la communication entre les différentes parties du palais. Cette porte, ouverte vers des constructions plus récentes, illustre bien l'intégration du patrimoine romain dans la Split moderne, assurant ainsi une continuité urbanistique de l'Antiquité romaine à l'époque contemporaine. L'architecture du vestibule offre une acoustique exceptionnelle pour ce groupe de chanteurs et musiciens qui interprètent un répertoire de chants traditionnels dalmates dont certains figurent sur la bande-son du présent montage numérique. Cet ensemble, face au palais de Dioclétien, est constitué par la statue de Grégoire de Nain, évêque croate du Xe siècle, dominé par le clocher de l'église Sainte-Euphémie, vestige d'un ancien sanctuaire bénédictin. Défenseur de la langue et de l'identité culturelle croate, Grégoire de Nain est considéré comme précurseur du nationalisme croate. Une légende veut que toucher l'orteil gauche de sa statue porterait chance, ce qui explique l'aspect brillant des orteils gauches de la sculpture. À quelques centaines de mètres de l'ensemble romain et médiéval, notre visite nous conduit au centre de la Split moderne. Lieu de rencontre et de partage, la place de la République et l'esplanade de la Riva sont entourés d'immeubles dont l'architecture de style néo-renaissance est largement d'inspiration vénitienne et italienne aux façades particulièrement colorées. Split compte un port de plaisance où sont amarrés des yachts sur lesquels flotte fièrement le drapeau croate. Son port de commerce accueille des bateaux de croisière et des ferries qui assurent la liaison avec différentes îles ainsi qu'avec les ports de Bari et d'Ancône sur la côte italienne de l'Adriatique.
la façade maritime de Split, offre aux touristes des plages pour profiter des eaux turquoises de l'Adriatique. Notre itinéraire routier vers Dubrovnik traverse la basse plaine de la Neretva, fleuve qui prend sa source en Bosnie-Herzégovine et termine son parcours en Croatie pour se jeter dans l'Adriatique via un delta particulièrement fertile et adapté aux cultures maraîchères et fruitières. Entre le delta de la Neretva et Dubrovnik, nous allons traverser une bande de terre qui constitue la seule façade maritime de la Bosnie-Herzégovine sur environ 20 km. La particularité de cette traversée est de franchir 2 fois la frontière avec la Croatie de façon très rapprochée. Par la route, seulement 9 km séparent le poste frontière Croatie-Bosnie du poste frontière Bosnie-Croatie. Ce territoire, dont la principale ville est Neum, est peuplé à 97,5% par une population croate catholique. De plus, en 2016, la Croatie n'ayant pas encore rejoint l'espace Schengen, nous devons nous soumettre à 2 contrôles par poste frontière, soit au total 4 contrôles. C'est une nouvelle occasion de réviser la dénomination des 2 pays dans leurs langues respectives. Au coucher du soleil, nous atteignons Dubrovnik, qualifiée de perle de l'Adriatique de par sa beauté architecturale et son environnement exceptionnel. C'est par le port de commerce que nous abordons Dubrovnik. Un bateau de croisière y fait escale. Ses illuminations répondent aux dernières lueurs du soleil couchant. Tout comme la veille à Zadar, une fois nos bagages déposés au gîte dans lequel nous passerons 3 nuits, nous partons pour une découverte nocturne de la ville. Nous sommes particulièrement sensibles à la mise en valeur du patrimoine architectural de Dubrovnik grâce à un système d'éclairage adapté. C'est le cas de la façade de l'église Saint-Blaise, saint patron protecteur de la ville. Cet édifice est de style baroque vénitien, reconstruit au début du XVIIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne église romane. L'emplacement inhabituel de l'orgue à l'arrière et au-dessus du maître-autel nous interpelle. Cette disposition correspond à l'esthétique baroque dont l'objectif est d'associer musique, sculpture et architecture pour produire une ambiance religieuse spectaculaire. Le maître-autel est surmonté par la statue reliquaire de Saint-Blaise. Les riches sculptures en marbre polychrome qui l'entourent ont pour but de célébrer le saint, mais aussi font référence à la période florissante où Dubrovnik appartenait à la République de Raguse, fondée en 1358, jusqu'à son annexion à l'Empire français par Napoléon Ier au début du XIXe siècle. Pour présenter Dubrovnik, destination prisée par de nombreux touristes, il est difficile de ne pas utiliser cette vue de carte postale, tant elle met en valeur la cité fortifiée et son caractère méditerranéen. L'empreinte visuelle qui confirme le mieux ce caractère, ce sont ces toitures couvertes de tuiles canal qui nous sont familières en Occitanie. À tel point qu'à la suite des bombardements subis entre 1991 et 1992 lors du conflit des Balkans, plus de 70% des toitures ont été endommagées et détruites.
Dans le contexte de la reconstruction soutenue par l'UNESCO à partir de 1993, ce sont 200 000 tuiles qui ont été fabriquées et expédiées depuis la région toulousaine. La tour de l'horloge, haute de 31 mètres, est un édifice civil édifié en 1444 lors de la République de Raguse, au sein de laquelle Dubrovnik était une ville marchande et maritime florissante, où le temps revêtait une grande importance lors des transactions commerciales. La cloche que l'on aperçoit a été fondue en 1506. Une grande partie de notre première journée à Dubrovnik va être consacrée à la visite des fortifications qui entourent sa partie médiévale et nous offrent des vues spectaculaires sur la ville et son proche environnement. Ainsi, ces deux photos, la première du Stradun, rue principale de la vieille ville avec au fond la tour de l'horloge, la deuxième du clocher à coupole du couvent et de l'église de l'ordre des franciscains. À 400 mètres d'altitude, dominant la vieille ville entourée de ses remparts, le mont Srdije était une position stratégique d'où l'armée populaire yougoslave, alliée aux forces serbes et monténégrines, bombardait Dubrovnik lors du siège de 1991 à 1992. De nos jours, un téléphérique permet aux touristes de se rendre au sommet. Du parcours des 1940 mètres des fortifications, nous retiendrons que les ouvrages qui les constituent sont le résultat de constructions et restaurations qui s'étendent sur près d'un millénaire, les plus récentes se déroulant de 1993 à 1999, soutenues par l'UNESCO. À la suite des bombardements, le site de Dubrovnik, placé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, était considéré comme patrimoine mondial en péril. Grâce à une grande campagne de reconstruction patrimoniale, il a retrouvé son statut. Nous vous proposons maintenant de profiter des vues plongeantes sur la ville et la côte adriatique depuis les remparts, parfois à travers des ouvertures dans les 6 mètres d'épaisseur des murs. Du haut des remparts, nous pouvons apprécier les activités pratiquées par les visiteurs, telles la traversée de la baie de Dubrovnik en kayak de mer. Ce yacht de luxe, amarré près de la côte, témoigne de la fréquentation de la perle de l'Adriatique par des touristes que l'on peut supposer aisés. Nous nous accordons une halte rafraîchissante dans un petit bar dont l'originalité est d'avoir transformé d'anciennes machines à coudre en table de bar. De retour au pied des remparts, notre flânerie à travers les rues de la vieille ville nous fait assister à la sortie d'un mariage dans une ambiance musicale très festive. Le vieux port de Dubrovnik était le moteur économique de la République de Raguse. Le bâtiment doté de 3 arcades est l'ancien arsenal construit au XIIe et XIIIe siècle. Les navires y étaient construits, réparés et s'y abritaient. La forteresse Saint-Jean, dont la construction date de 1346, protégeait l'entrée du port. De nos jours, elle abrite le musée maritime de Dubrovnik.
en ces mêmes lieux, le 6 décembre 1991, soit 25 ans avant notre séjour, au plus fort des bombardements, des bateaux étaient la proie des flammes. Avant de rejoindre notre gîte dans le charmant village côtier de Mlini, nous portons un regard nostalgique sur Dubrovnik au soleil couchant, qui lui donne des airs de ville rose. Notre deuxième journée sera intégralement consacrée à une mini-randonnée pédestre sur l'île de Lokrum, située à 600 mètres du Vieux-Port dans la baie de Dubrovnik. De nos jours site naturel et patrimonial protégé, son histoire est marquée par la fondation d'une abbaye et d'un monastère bénédictin en 1023. Pendant 8 siècles, les moines cultivent l'île et nous ont légué un patrimoine naturel préservé et verdoyant. Au début du XIXe siècle, Napoléon Ier ayant annexé la République de Raguse, les troupes napoléoniennes construisent un fortin sur le point culminant de l'île, d'où nous pouvons admirer la baie de Dubrovnik et la mer Adriatique. De ce point culminant, la vue sur Dubrovnik et son enceinte fortifiée est particulièrement saisissante. Avant de reprendre le bateau qui assure la navette avec Dubrovnik, nous nous accordons un moment de baignade dans les eaux transparentes de l'Adriatique. Par contre, ici, inutile de chercher une plage de sable fin. À l'issue de 2 jours et 3 nuits d'un séjour intense et riche en découvertes et en émotions, nous reprenons la route, direction la Bosnie-Herzégovine et principalement les villes de Mostar et Sarajevo. C'est par un col routier situé quelques kilomètres au-dessus de Dubrovnik que nous quittons la Croatie et l'Union européenne pour entrer en Bosnie-Herzégovine. Nous nous prêtons de bonne grâce au double contrôle frontalier. Très rapidement apparaissent des minarets qui nous rappellent que nous entrons dans un pays dont une forte proportion de la population est de confession musulmane. Ils témoignent fortement de l'appartenance de ces territoires à l'Empire ottoman de 1463 à 1878. Notre route vers Mostar croise la marche paisible d'un troupeau de moutons, très probablement de race locale Pramenka, accompagné par son berger qui se montre à peine sympathique. À milieu de matinée, nous atteignons Mostar, ville profondément marquée par son histoire, qui a fait successivement partie de l'Empire ottoman de 1470 à 1877, de l'Empire austro-hongrois de 1878 à 1918, du royaume des Serbes, Croates et Slovènes à partir de 1918, suivi par la période yougoslave à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Le clocher, très élancé de 107 mètres de haut, de l'église franciscaine Saint-Pierre et Saint-Paul, rivalise avec le minaret de la mosquée Koski Mehmed Pacha. Le monument le plus emblématique de Mostar est son vieux pont dont l'appellation en langue locale est Stari Most. Sa construction a commencé sous l'Empire ottoman en 1557 et se serait terminée entre 1566 et 1567. Un épisode douloureux survient le 9 novembre 1993 où un bombardement croate le détruit. Il faudra attendre l'année 2004 pour inaugurer le pont réhabilité sous l'égide de l'UNESCO
et la participation financière de plusieurs États et organismes internationaux. À 24 mètres au-dessus de la Neretva, le Stari Most est le site d'une activité dont la pratique s'inscrit dans une tradition de plus de 450 ans, née à l'époque ottomane comme un rite initiatique pour les jeunes hommes. De nos jours, elle s'est transformée en attraction pour le public. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un plongeon particulièrement technique et réservé à des plongeurs expérimentés. Version miniature du Stari Most. Situé dans le quartier médiéval sur un affluent de la Neretva, le pont courbé, fragilisé par les bombardements, a été emporté lors d'un épisode d'inondation en 2000. Il a été reconstruit sous l'égide de l'UNESCO avec l'aide financière du Grand-Duché du Luxembourg. Une plaque commémorative célèbre l'événement. La foule des visiteurs se presse dans les ruelles et au pied des constructions médiévales dans l'ancien bazar ottoman. En arrière-plan, on distingue le relief montagneux qui entoure Mostar et la vallée de la Neretva. La mosquée de Koski Mehmet Pacha, édifiée au début du XIIe siècle dans le quartier ottoman de Mostar, est l'un des symboles religieux et architecturaux majeurs de la ville. Son minaret domine les ruelles historiques du Vieux Bazar et offre une vue remarquable sur le Stari Most. À Mostar, la communauté musulmane représente 51% des croyants. L'église franciscaine Saint-Pierre et Saint-Paul apparaît comme l'affirmation de la présence d'une communauté catholique qui représente 45% des croyants. Située dans la partie ouest de Mostar, dont la population est majoritairement croate et catholique, elle constitue un marqueur identitaire et mémoriel. Poursuivant l'exploration de ce secteur, notre attention est attirée par des bâtiments portant les stigmates du conflit de 1991 à 1995. Nous comprenons le maintien volontaire de ces ruines comme voulant représenter des lieux de mémoire des affrontements. Autre lieu de mémoire, ce mémorial en hommage aux 46 000 militaires du contingent espagnol de la Fort-Pronu, engagés dans le maintien de la paix, la protection des civils et des convois humanitaires. Sur une stèle figurent les noms des 23 soldats espagnols tombés lors de leur mission de paix. Nous remarquons que ces morts vont de 1993 à 2008. L'Espagne a aussi soutenu financièrement la reconstruction de nombreux sites en Bosnie-Herzégovine et plus particulièrement à Mostar. Le 29 mars 2012, le roi Juan Carlos d'Espagne, en présence de personnalités locales, inaugure la place d'Espagne et dévoile la plaque commémorative. Le texte qui y figure est rédigé en espagnol et en bosnien. Sa traduction donne ceci. Sa Majesté le roi d'Espagne, Don Juan Carlos Ier, a inauguré la place d'Espagne à l'occasion du 20e anniversaire de l'arrivée de l'armée espagnole en Bosnie-Herzégovine, Mostar, le 29 mars 2012. Quittant Mostar en fin d'après-midi, nous rejoignons Sarajevo en début de soirée. Nous contactons notre hôte du soir afin de localiser en centre-ville l'appartement dans lequel nous passerons la nuit. Au programme du lendemain, découverte de cette ville dont le poids de l'histoire est présente dans chaque artère, place et carrefour. En préambule, nous vous proposons un bref rappel des moments et périodes de l'histoire européenne auxquels le nom de Sarajevo est associé jusque dans la mémoire collective. Le 28 juin 1914, l'archiduc d'Autriche François Ferdinand et son épouse Sophie sont abattus par un nationaliste serbe.
Cet attentat est considéré comme l'événement déclencheur de la Première Guerre mondiale. Il fait l'objet d'affiches et d'articles de presse. Près du lieu du double assassinat, une stèle commémorative rappelle l'événement. Le texte qui y figure est rédigé en bosnien et en anglais. Sa traduction donne ceci. En ce lieu, le 28 juin 1914, Gavrilo Princip a assassiné l'héritier du trône austro-hongrois François Ferdinand et son épouse Sophie. Autre événement marquant et plus récent, les Jeux olympiques d'hiver 1984 qui virent pour la première fois leur organisation dans un pays communiste. 1272 athlètes venus de 49 pays y participèrent. Les installations, fort endommagées lors du siège de Sarajevo de 1992 à 1996, étaient en 2016 laissées à l'abandon et n'ont pas été réhabilitées depuis, comme en témoignent ces photos. Pour nos contemporains, le nom de Sarajevo reste associé au siège dont souffrit la ville du 5 avril 1992 au 29 février 1996. Images de destruction, images de populations civiles prises pour cible par les snipers. Images de civils protégés par les blindés des forces d'interposition de l'ONU, images toutes plus douloureuses et poignantes, témoins des horreurs auxquelles conduisent des nationalismes exacerbés. Le cœur historique de Sarajevo a conservé l'organisation et les modes de vie hérités de la période ottomane. C'est le cas du quartier de Baskarcija, dont le nom d'origine turque signifie « marché principal ». Marcher le long de sa rue principale nous plonge dans un bazar oriental, faisant de Sarajevo la ville des Balkans où se rencontrent l'Orient et l'Occident. Nous nous imprégnons de cette ambiance orientale, de ses couleurs, de ses sons, de ses odeurs. Nos pas nous conduisent à la place Baskarcija et sa fontaine de Sebelji, lieu emblématique de Sarajevo, lieu de rencontre, cœur animé de l'ancien bazar ottoman. La présence massive de pigeons autour de la place et sur la place lui vaut le nom de place aux pigeons. Une fresque murale représente même un de ces volatiles. La poursuite de notre découverte à travers la vieille ville nous fait mesurer à quel point Sarajevo est une ville multiculturelle. Avant le conflit des années 90, la diversité religieuse de Sarajevo lui valait le surnom de Jérusalem des Balkans. Dans le quartier de Baskarcija, nous visitons la mosquée Gazi Uzrev Bey, construite entre 1530 et 1531. Elle est le monument d'architecture ottomane classique hors de l'actuelle Turquie, le plus important de Sarajevo et de Bosnie-Herzégovine. Les riches décorations intérieures présentent une particularité courante dans les mosquées ottomanes des Balkans. Des médaillons contenant une inscription conforme à la tradition de la calligraphie arabe religieuse, dont le contenu est une invocation d'Allah ou un verset du Coran. À l'extérieur de la mosquée se situe le Sardivan, c'est-à-dire la fontaine des ablutions destinée aux fidèles.
La mosquée doit son nom à Gazi Uzrev Bey, gouverneur ottoman de Bosnie au début du XVIe siècle. La cathédrale catholique du Sacré-Cœur de Jésus, construite entre 1884 et 1889 sous occupation austro-hongroise de la Bosnie-Herzégovine, est de style néogothique. Elle constitue le principal centre du catholicisme pour l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine, qui compte 15% de croyants catholiques, Sarajevo n'en comptant que 5%. Sur le parvis de la cathédrale a été érigée en 2014 une statue du pape Jean-Paul II en hommage à sa visite à Sarajevo des 12 et 13 avril 1997, moins de 2 ans après la fin du siège. À l'intérieur, une stèle rappelle cet événement. À quelques pas de la place Baskarcija, nous visitons l'église orthodoxe des saints archanges Michel et Gabriel. La Bosnie-Herzégovine compte 31% de chrétiens orthodoxes, Sarajevo n'en comptant que 5%. Devant la grande cathédrale orthodoxe serbe de Sarajevo, une sculpture moderne nommée l'Homme multiculturel et réalisée par l'artiste italien Francesco Perilli constitue une œuvre chargée de symboles. L'artiste a voulu adresser un message optimiste au-delà des divisions ethniques et religieuses, en dépassant les appartenances particulières sans les effacer. Lors de l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, de nombreux Juifs séfarades trouvèrent refuge dans l'Empire ottoman et plus particulièrement dans l'actuelle Bosnie-Herzégovine. Cet édifice est la vieille synagogue de Sarajevo, construite en 1581 et devenue de nos jours le musée juif de Bosnie-Herzégovine. Considérée comme la plus ancienne synagogue de Bosnie-Herzégovine, lieu de détention des Juifs de Sarajevo lors de la Seconde Guerre mondiale, édifiée à proximité de mosquées et d'églises, elle est le symbole fort de la coexistence historique des communautés qui fit de Sarajevo la Jérusalem des Balkans. Désormais musée juif de Bosnie-Herzégovine, y sont exposés des objets religieux séfarades et askénazes, ainsi que des manuscrits, des livres et des documents sur la Shoah. Ainsi, ce livre mémoriel, dont le titre en bosnien se traduit par 12 000 victimes, rappelle les 12 000 Juifs de Sarajevo, victimes de la Shoah. La symbolique de l'alignement du livre dans l'axe de l'étoile de David, de l'embrasure de la fenêtre et de la lumière extérieure est parfaitement bien définie par la phrase « Chaque pierre raconte une histoire, chaque lumière éclaire un héritage ». Avec la flamme éternelle, nous abordons le thème de Sarajevo au lieu de mémoire. Il s'agit d'un des monuments commémoratifs les plus importants. Inauguré le 6 avril 1946, soit un an après la libération de Sarajevo, il rend hommage aux victimes civiles et militaires de la Seconde Guerre mondiale. Cette sculpture, érigée au centre d'une fontaine représentant une mère protégeant son enfant, est le mémorial aux enfants assassinés lors du siège de Sarajevo de 1992 à 1995. Tout à côté, ces cylindres blancs évoquant des moulins à prière portent inscrits les noms de plus de 1600 enfants tués lors du siège de la ville. En parcourant de près ces listes de noms, on est bouleversé par le jeune âge des victimes. Au sein du même parc, la statue d'un personnage, dont la gestuelle évoque un appel, retient notre attention.
La stèle mémorielle qui figure à ses pieds nous éclaire sur la symbolique que représente cette statue intitulée « Nermine vient ». Le texte traduit raconte: l'une des scènes les plus tristes et les plus bouleversantes du génocide de Srebrenica contre la population bosniaque est celle où le père, Ramo, appelle son fils Nermin à se rendre aux soldats serbes en lui disant qu'ils ne lui feront rien. Ramo et son fils Nermin ont été retrouvés par une équipe d'exhumation dans une fosse commune près de Srebrenica en 2008. Construit de 1892 à 1894, cet édifice de style néo-mauresque, après avoir été l'hôtel de ville de Sarajevo sous l'administration austro-hongroise, est devenu la bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine. Une stèle mémorielle apposée sur la façade du bâtiment rappelle un événement tragique survenu lors du siège de Sarajevo. Le texte traduit de l'anglais est le suivant. En ce lieu, dans la nuit du 25 au 26 août 1992, les criminels serbes ont mis le feu à la Bibliothèque nationale et universitaire de Bosnie-Herzégovine. Plus de 2 millions de livres, périodiques et documents ont disparu dans les flammes. N'oubliez pas, souvenez-vous et mettez en garde. À l'image de la façade de l'immeuble dans lequel nous avons été hébergés, beaucoup ont conservé les stigmates du conflit des années 90. Il s'agit d'impacts d'éclats d'obus provoqués par les bombardements subis lors du siège de la ville. Celui-ci est comme une cicatrice non fermée, conservée volontairement en l'état en témoignage d'un épisode de violence extrême. À proximité, la végétation qui a repris ses droits apaise l'ambiance austère du décor comme un acte de résilience après l'enfer des bombes. Les roses de Sarajevo, dont le terme figure dans le sous-titre de notre présentation, sont des impacts d'obus à même le pavé des rues, remplis d'une résine rouge évoquant le sang des victimes et offrant ainsi aux passants un cheminement mémoriel à travers les artères de la ville. Le trajet que nous suivons pour rejoindre Vukovar en Croatie traverse le massif des Balkans, dont les paysages ruraux témoignent d'une activité agricole traditionnelle. Dans ce paysage de bocage, à l'habitat dispersé, dont le caractère rural invite à un voyage dans le temps, les techniques agricoles semblant rester figées, seule la signalétique routière nous ramène à notre époque. Les panneaux de circulation subissent parfois des dégradations à caractère revendicatif. Ici, le nom de la ville en caractère cyrillique a été masqué. Lorsqu'ils sont respectés, tel celui-ci au bord de la route qui relie Sarajevo à Tuzla, l'usage des deux alphabets nous renvoie à la coexistence de plusieurs communautés et au multiculturalisme du pays. Cette construction isolée dans ce paysage de bocage a une vocation strictement rurale. Il s'agit d'une dépendance agricole traditionnelle bosnienne, très certainement une grange fenil. Notre parcours passe à proximité d'une scierie artisanale ou semi-industrielle dont la production est très probablement du bois de chauffage. Cette zone montagnarde possède une vaste couverture forestière qui alimente la filière bois bosnienne. Le bois de chauffage est conditionné en caisse-palette appelée aussi palox. Pour la 4e fois depuis notre départ de Pula, nous franchissons la frontière. Après le double contrôle en vigueur en 2016, nous sommes de retour en Croatie et dans l'Union européenne. À travers la Slavonie orientale, province la plus à l'est de la Croatie,
Nous atteignons notre étape du soir, la ville de Vukovar, sur la rive droite du Danube. Ce château d'eau, surmonté du drapeau de la Croatie, constitue le symbole de la résistance de la ville lors de son siège en 1991 par les armées de la Fédération yougoslave et les forces serbes. Le palais de la Sirmi, construit entre 1771 et 1777 sous la monarchie des Habsbourg, est un des joyaux du patrimoine architectural de Vukovar. Il est de style baroque et héberge les services administratifs de la région du comté de Vukovar-Sirmi. Gravement endommagé lors du siège de Vukovar en 1991, il a été restauré et a retrouvé sa splendeur d'origine. L'église orthodoxe Saint-Nicolas de Vukovar, construite entre 1733 et 1737, est l'un des plus anciens monuments baroques de la ville. L'agglomération de Vukovar s'étale le long de la rive droite du Danube, deuxième plus grand fleuve d'Europe. Sur l'autre rive commence le territoire de la Serbie. Sur la place du marché de Vukovar, nous ne résistons pas au charme de cette pompe-fontaine en fonte, datant du XIXe siècle et produite dans les fonderies d'Europe centrale de l'Empire austro-hongrois. Au confluent de la rivière Vuka et du Danube, la grande croix blanche de Vukovar a été érigée en 1998 pour commémorer le sacrifice des défenseurs de la ville et des victimes civiles du siège de 1991. L'inscription figurant sur le socle du monument se traduit par « À toutes les victimes tombées pour une Croatie libre et indépendante ». Le monument de la Grande Croix constitue le point de départ d'un parcours mémoriel qui passe au pied du château d'eau, symbole emblématique du siège, de la bataille et de la chute de Vukovar le 18 novembre 1991. Tout comme à Mostar et Sarajevo, les stigmates du conflit restent gravés dans les bâtiments, volontairement laissés en l'état pour témoigner de la violence des combats. Près d'un pont sur la Vuka, Vukovar rend hommage à Jean-Michel Nicolier, jeune Français engagé volontaire auprès des forces croates pour la défense de la ville. Blessé, capturé et exécuté avec d'autres prisonniers dans la ferme d'Ovčara, il est, pour les Croates, le symbole de l'amitié franco-croate. Notre parcours mémoriel se termine au mémorial d'Ovčara qui rend hommage à ses nombreuses victimes. Le mémorial intègre les portes originales du hangar où furent détenus avant d'être exécutés les 261 prisonniers préalablement extraits de l'hôpital de Vukovar sous les yeux des forces de l'ONU impuissantes car bloquées par les forces fédérales yougoslaves et paramilitaires serbes. Au sol ont été incrustées dans le béton des douilles de munitions. Dans la crypte aménagée dans cet ancien bâtiment agricole, sous une lumière tamisée qui invite au recueillement, une photo ou une vidéo rend hommage à chaque victime. C'est le cas de Jean-Michel Nicolier, dont les restes ont été retrouvés et identifiés très récemment en septembre 2025. Le château d'eau de Vukovar, laissé volontairement marqué par les impacts d'obus, ne célèbre pas la victoire d'un camp sur un autre. Il rappelle le prix humain de la guerre et l'obligation de préserver la mémoire des victimes d'Ovčara et de toutes les tragédies qui ont marqué les Balkans à la fin du XXe siècle.
Pour notre avant-dernière étape, nous faisons halte à Zagreb, capitale de la Croatie. Réputée pour son ambiance paisible, elle est riche de l'héritage austro-hongrois qui se traduit dans l'architecture, tant des maisons particulières que des monuments officiels et religieux. À droite des flèches néogothiques de la cathédrale, le clocher à bulbe de style baroque est celui de l'église Sainte-Marie, un des plus anciens lieux de culte de Zagreb. Sur la place centrale de Zagreb, cette statue équestre représente Josip Jelačić, Josip Jelačić, gouverneur de la ville de 1801 à 1859. La place se nomme en croate Ban Jelačić, Ban Jelačić, inscrit sur le socle de la statue, ce qui signifie gouverneur Jelačić. Le style architectural des immeubles souligne le caractère de capitale d'Europe centrale de Zagreb, ce qui conduit les visiteurs à y trouver des airs de Vienne ou de Budapest. C'est là l'héritage de l'Empire austro-hongrois. Déjà échafaudée en 2016, elle fait encore à ce jour l'objet de travaux de reconstruction suite aux dégradations subies lors du séisme du 22 mars 2020. Fixée sur un mur du quartier de Kaptol, à proximité immédiate de la cathédrale, cette horloge figurait initialement sur sa façade. Elle a été déplacée suite au séisme du 9 novembre 1880 et ses aiguilles sont restées figées sur l'heure de celui-ci, 7h03. L'aspect actuel du portail occidental et aussi principal de la cathédrale résulte des travaux de reconstruction suite à ce même séisme. Le soleil couchant au-dessus des toits de briques rouges met en valeur le clocher baroque de l'église Saint-Marc dont les origines remontent au XIIIe siècle. En fin de journée, flânant au gré de notre inspiration, nous apprécions l'ambiance festive et bon enfant des rues de la capitale croate. Des fresques murales peintes sur des immeubles contribuent à cette ambiance décontractée, tant elles sont porteuses de messages d'humour. En termes de mobilité urbaine, Zagreb propose aux habitants et aux visiteurs un réseau de 115 km de voies de tramway qui nous permettent de laisser notre voiture en stationnement près de notre lieu d'hébergement. De couleur bleue depuis 1920, les rames constituent une signature visuelle de la capitale. Cette statue urbaine nommée Kumica Barica, Kumica Barica, qui peut se traduire par marraine Barica, représente une des nombreuses marchandes rurales qui venaient vendre leurs produits de la ferme au marché d'Olac. Elle s'inspire d'une personnalité réelle. Barica est le diminutif croate de Barbara. Cette tradition, qui remonterait au Moyen Âge, est attestée par des écrits à partir du XVIIIe siècle. Inaugurée le 10 juillet 2006 à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, cette statue rend hommage à Nikola Tesla, né en Croatie en 1856. Ingénieur, physicien, visionnaire et inventeur, il a joué un rôle fondamental dans le développement des technologies liées à l'électricité. Courant alternatif polyphasé, moteur à induction, bobine Tesla, transmission sans fil.
tant de concepts désormais omniprésents dans notre quotidien. C'est en son hommage qu'une célèbre marque de voitures électriques porte son nom. Le lendemain, nous quittons Zagreb pour rejoindre Pula, où nous passerons notre dernière nuit en Croatie avant de nous envoler à destination de Toulouse. La conception du montage numérique que vous venez de voir est de Jean-Claude Cousinier, qui a été assisté par l'intelligence artificielle ChatGPT pour la retouche d'images, la recherche d'informations et la rédaction des commentaires. Mes remerciements s'adressent tout particulièrement à mon compagnon de voyage et ami Romain, aux populations croates et bosniennes dans toute leur diversité, à nos hôtes en Croatie et à Sarajevo, et à vous, public de l'Agapé, pour votre attention. L'ambiance musicale qui a accompagné le montage est composée de morceaux de musiques instrumentales d'airs traditionnels dalmates, croates, bosniens et d'Europe centrale. En vous invitant à partager notre périple à travers ces deux pays des Balkans, notre intention était de vous raconter l'histoire d'une région d'Europe où se croisent depuis des siècles l'Orient et l'Occident, des empires, des religions et des peuples, avec des périodes de coexistence et des épisodes tragiques. Notre devoir de citoyens européens étant d'en retirer les meilleurs enseignements.